Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec quelqu'un que Rust admire particulièrement. Bah voilà, c'est Aton, acteur et ancien membre du GIGN. Donc voilà, qu'on interviewe aujourd'hui, on est au Temple Noblard et donc c'est parti. Ah ouais, joli. Et donc Rust, on a quand même d'abord lu son livre. Ah bah absolument, bah d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Et c'est Confession d'un Ops de Philippe B. Et où il raconte toute sa vie en partant de la manière dont il a été un peu élevé, son passage au GIGN, et après vers la fin du coup, le début de la carrière d'acteur. Donc ça retrace un petit peu tout son parcours. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter finalement pour celles et ceux qui ignorent qui vous êtes? Alors moi je m'appelle Aton, j'ai 41 ans. J'ai donc écrit un livre GIGN Confession d'un Ops avec Jean-Luc Riva, mon co-auteur, les éditions Nimrod, et qui retrace, comme vous l'avez dit, un parcours de vie. On commence à peu près à l'âge de 7 ans, où on explique un petit peu l'éducation faite principalement par mon père. Alors non pas que ma mère ne m'a pas éduqué, parce qu'elle était présente, mais beaucoup moins, assez dure, assez spartiate. Et puis ensuite, on voit les études, voilà, comment ça s'est passé à l'école avec les quelques déboires. Et puis ensuite, l'arrivée dans l'armée à 19 ans au premier CP. Et puis ensuite, mon intégration au GIGN qui s'est pas fait sans mal. Et aujourd'hui, donc vous êtes acteur, vous êtes de retour à la vie finalement civile, normale. Ouais. Est-ce qu'il y a ce besoin de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple ce que vous faites aujourd'hui comme métier également, pour toujours avoir ce côté rester alerte et sortir un peu, être excité aussi quelque part? Je pense, pour être GIGN, déjà, il faut avoir un profil un peu atypique. Alors moi, j'ai un profil très atypique parce que je ne correspondais pas forcément aux critères gendarmerie et aux critères GIGN. Donc, on a besoin quelque part on est des passionnés. Dans un premier temps, c'est ça, c'est la passion qui anime, c'est le sens de l'engagement. Pour être prêt à mourir pour des gens qu'on ne connaît pas, finalement, il faut avoir une sacrée motivation, une sacrée détermination qui ne se retrouve pas dans le commun des mortels. Donc c'est vrai qu'après, sorti de là, pas évident, parce qu'à 40 ans, pour moi, j'estime que c'est à peu près la moitié de ma vie, en étant optimiste, il faut quelque chose qui me tienne en haleine, et le cinéma, en fait, était ma première passion. Donc, moi, je me sens acteur un peu né, en toute humilité, ça, parce que j'ai du cinéma, je peux en faire aussi le week-end avec mes enfants, il n'y a pas de souci. Mais après, ça, c'est les gens du cinéma qui en jugeront. Mais en tout cas, oui, moi, je me sens vraiment cette fibre artiste, mais surtout de passionné. Et de passionné pour mon métier, mon premier métier qui était le GIGN, et mon deuxième métier qui est d'acteur. D'ailleurs, pourquoi en fait? Alors parce que vous dites que c'est après avoir vu l'opération en 96 de Marignane du GIGN. 94, que vous avez su en fait que d'acteur vous vouliez d'abord, parce que vous disiez que c'est plutôt vers 40 ans que les acteurs commencent à être connus, surtout films d'action, etc. Et vous avez vu les gendarmes du GIGN intervenir à Marignane. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le GIGN, sachant qu'il y avait ensuite les bérets verts ou qu'il y avait d'autres commandos? Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez le GIGN particulièrement? Alors déjà à l'époque, en 94, c'est les GIGN qui m'a fait briller vraiment les yeux. Moi j'avais envie d'être commando, mais plutôt dans les films, parce que les commandos ne communiquaient pas non plus. Maintenant avec du recul, je me dis qu'effectivement la communication est super importante pour susciter des vocations. Et en fait il a fallu attendre quelque part à l'âge de 16 ans, parce que je ne connaissais pas le GIGN, il a fallu qu'il y ait une intervention spectaculaire, filmée sur l'aéroport de Marignane, où là j'ai découvert justement cette unité. Ensuite, je me suis renseigné sur ce qu'était l'institution, donc la gendarmerie, et ce qu'était le GIGN. J'ai trouvé des valeurs qui étaient citées, je m'y retrouvais complètement, le sens de l'engagement, et puis en même temps, on y faisait du sport. Quelque part, on avait des missions qui étaient nobles. Les missions de la gendarmerie sont nobles. Alors, les commandos, c'est pareil, mais on n'en parlait pas. C'est resté GIGN parce qu'en fait, le GIGN travaillait avec les civils, il y avait toujours des interventions, alors que les forces spéciales, jusqu'avant l'Afghanistan, avant le Mali, avant tout ça, pour avoir été au premier CP, avoir côtoyé le premier PIMA et différentes unités d'élite de l'armée, ils étaient dans l'entraînement, il n'y avait pas forcément beaucoup de missions, quoi. Les missions datées de l'Algérie etc., puis l'Indochine. Donc pour moi, c'était un petit peu abstrait, les forces spéciales. Il y avait beaucoup d'entraînement et moi, je voulais
Je voulais de l'intervention, je voulais du concret. Voilà. Donc, le GIGN. Bien évidemment, après, avec l'Afghanistan, le Mali, et bon, et tout ce qui s'est passé donc dernièrement, les forces spéciales ont vraiment énormément travaillé, n'ont rien à envier même à des unités comme le GIGN ou même le RAID. Donc voilà, si c'était maintenant, je pense que quelqu'un aujourd'hui pourrait voir un panel un peu plus large et se décider. Mais moi, en l'occurrence, c'était vraiment, il n'y avait que le GIGN qui m'avait fait briller les yeux à ce moment-là, quoi. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez eu une éducation un peu spartiate avec votre père. Vous avez eu cette éducation-là, et en plus, vraiment, vous marchiez pour aller n'importe où, pour aller 5 km, vous le faisiez à pied, etc. Votre père avait une certaine vision de l'éducation. Vous avez aussi eu, du coup, comme vous l'avez évoqué, des problèmes à l'école avec des gars qui essayaient de vous intimider. Et vous avez réglé ça, lisez le livre pour savoir comment. Mais vous avez eu ce gros vécu, et c'est probablement ce qui a fait aussi que vous avez ce mental-là. Est-ce que pour vous, c'est obligé d'avoir ces expériences de vie qui peuvent être parfois traumatisantes pour développer un gros mental comme le vôtre? Alors, pour pas mentir, moi je veux pas non plus dire voilà, il faut se battre pour être un guerrier, il faut se battre pour avoir cette mentalité. Non, pas forcément. On n'est pas obligé d'en arriver aux mains. Et d'ailleurs, je pense que si j'avais été plus intelligent et plus malin, je m'en serais peut-être mieux sorti pour intégrer la gendarmerie. Ça s'est fait. Je dis presque que ça tient du miracle. Parce que je pense que mon dossier est tombé entre de bonnes mains. Et il y a eu une main bienveillante qui a dit ok, vaut mieux peut-être le prendre lui pour pas l'avoir en face de nous un jour. Maintenant, pour intégrer ces types d'unités-là, je pense, et pour bien y vivre, bien s'en sortir aussi, il faut avoir un vécu. Il faut aller au-devant des expériences. Alors quand je dis au-devant des expériences, c'est pas forcément que du conflit, des conflits qu'on va résoudre à coups de poing. C'est aller au-devant des expériences, du conflit, se mettre dans l'inconfort, faire des marches, être dans la rusticité. En fait, ce qui s'est passé, pour moi, c'est que je me suis retrouvé souvent seul à marcher, sous la pluie, sous la neige, pas forcément avec l'équipement, pas forcément avec tout ce qu'il fallait. Beaucoup de moments seuls où je me suis beaucoup remis en question. Et je pense que cette notion est très importante pour non pas seulement rentrer dans une unité, mais aussi pour bien y vivre et bien en sortir. C'est la remise en question permanente. Et quand on est seul face à soi-même, envers la nature est toujours plus forte, se repositionner, se dire qu'on n'est pas rien, mais on n'est pas non plus, on n'est pas des super-héros, hein, on n'est pas, même petit, parfois quand on est enfant, on se projette dans des stars du cinéma et tout ça, et on se sent la force. Et quand la nature vous remet, et puis l'environnement, c'est pas que la nature, c'est les rencontres, aussi on vous remet un petit peu à votre place, et moi j'ai pris beaucoup de claques, mais qui ont fait en fait que je me remettais en question et j'ai réussi à me positionner. Donc en se repositionnant, on travaille le mental, à se dire j'existe pas beaucoup, je suis pas vraiment quelqu'un, mais je veux exister, je veux rendre service, je veux montrer ma place. Et en fait c'est un combat permanent, et on avance, et on gagne des petits combats qui vont se faire au collège. Alors oui, je me suis battu, ce qui a fait que j'ai gagné un petit peu en respect, en notoriété quelque part, pas du bon côté, et à l'école, je me démarquais aussi par mes résultats, j'étais pas si mauvais que ça, j'étais plutôt même bon à l'école. Donc en fait, tout ça mis l'un dans l'autre, voilà, on se forme, on se crée, mais pour moi, si j'ai un conseil à donner aux plus jeunes, c'est d'aller au-devant des choses, et de ne pas être attentiste, de ne pas dire ça va tomber, ça va arriver, parce que je suis bon, ça va forcément arriver. Non. Puis déjà être bon, c'est travailler pour être bon. On n'est pas bon. Ça n'arrive pas comme ça. Donc il y a votre vécu, il y a les bagarres à l'école, mais il y a aussi, aujourd'hui vous êtes père de famille, il y a eu le rôle de votre père. Aujourd'hui on voit, parce que nous sommes un média sportif aussi, on voit les Khabib Nurmagomedov, les Michael Jordan, les sœurs Williams, à chaque fois, il y a ce père qui les a poussés dès le plus jeune âge dans les retranchements les plus intenses finalement. Est-ce que pour vous c'est essentiel ça, d'avoir un père qui soit peut-être un peu trop dur, mais pour justement pousser l'enfant? Bon, moi je ne vais pas le cacher, oui ça m'a très certainement aidé, parce qu'on ne va pas dans l'inconfort de manière naturelle. Naturellement, moi, dans ma partie petite enfance, préadolescence, j'avais pas forcément envie, moi. C'était malgré moi. Quand mon père me disait, tu y vas à pied. Ok, et je reviens à pied. Puis après, quand j'ai eu un vélo, non, mais ça paraît rien, mais quand je suis passé à pied à avoir un vélo, c'était le luxe. Là où je mettais 1 heure en déplacement à pied, je mettais plus que 15 minutes, 20 minutes. Vous voyez ?
Et tout prend une importance, on commence à sentir l'importance des choses. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ce soit obligatoire d'avoir un père. Je pense qu'il faut avoir une famille qui soit plutôt bienveillante et qui s'intéresse à ses enfants et qui va communiquer avec eux et puis essayer de voir, et puis les guider. Mais sans non plus, il faut des contraintes. Après, on est sur un autre livre là, avec, je ne vais pas spoiler, hein, mais avec Jean-Luc, où on dit justement, on donne le conseil, mais ça c'était un discours des Sith qui disait qu'il fallait commencer par faire son lit le matin. Voilà, pour se respecter. Et je pense que quand on a compris, c'est ce qu'il faut, je pense, c'est mon avis, hein, moi j'essaie de l'inculquer aux enfants, c'est le métier le plus dur. Être parent, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. On fait ce qu'on peut. Mais pour mes enfants, j'essaie de leur dire, ne faites pas votre lit pour nous les parents, faites votre lit pour vous respecter. C'est l'image que nous, on va avoir de vous, quoi. Quand nous, parents, on rentre dans la chambre, si la chambre est rangée, on a une image de l'enfant. Et ben ça va être, vous allez le projeter partout, quoi. Donc respectez-vous dans un premier temps, sortez de votre zone de confort. Et moi, je l'ai compris à l'âge de un petit peu avant 16 ans, en lisant un petit peu l'historique de Jean-Claude Van Damme, parce que comme je m'intéressais aux acteurs, je me suis intéressé à leur vie avant. Et je ne sais pas comment étaient leurs parents, mais en tout cas, je sais ce qu'eux ont mis en place pour réussir. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, je parle d'eux parce que je me suis vraiment intéressé à leur parcours, se sont vraiment mis dans l'inconfort. Ils sont allés à l'étranger, dans un pays étranger. Bon, Stallone y était. Mais ils se sont vraiment confrontés à l'impossible. Mais en se disant, mais avec la volonté d'y arriver et surtout avec cette croyance, disant, mais je peux y arriver. Et ils ont réussi. Et donc je me suis dit, eux, ils ont réussi en sortant de leur zone de confort. Donc moi, j'y vais. Et c'est pour ça que mon parcours est un petit peu sinueux, parce qu'on se teste. Et je pense que les jeunes actuellement, il y a même, moi je reçois une invite sur les réseaux sociaux, hein, sur Instagram principalement, il y a vraiment cette envie de se dépasser, de se surpasser et de sortir, parce que les jeunes actuellement ont vraiment beaucoup de... La vie est assez confortable au niveau matériel. Attention, hein, je ne dis pas qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans notre monde, plus que nous on en avait avant. Donc c'est assez compliqué de ce point de vue-là. Maintenant, au niveau matériel, c'est vrai qu'on veut quelque chose, on veut une information, c'est assez facile d'aller là. Mais il faut aller au-devant des choses. Et ça, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'avoir des parents. Si on a des parents bienveillants et qui laissent la liberté de faire les choses et de se planter, c'est surtout ça, ouais. C'est la liberté de se planter. Et puis d'être derrière pour peut-être rattraper un petit peu le coup. Donc, il y a des parents bienveillants, ouais, mais ça, on ne les choisit pas. Hein. Et du coup, on est un média sportif, hein, Guillaume, et il y a un passage dans ton livre. Alors, de toute façon, moi, ça m'a fait marrer à vraiment plusieurs moments de ce passage-là. Quand vous êtes au GIGN et vous allez à un moment donné faire un stage sport de combat chez les Lettons à l'unité Oméga. Et est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu sans donner trop de détails, parce que c'est vraiment, faut le lire dans le bouquin, mais au partir du moment où vous arrivez et jusqu'à la boîte de nuit, vous testez les méthodes d'intervention. C'était pas voulu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus sans trop dévoiler de détails? Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au GIGN, on est très ouvert sur tout ce qui se fait dans le monde. On essaie de récolter le meilleur. Et il y avait une proposition donc, d'un séminaire sport de combat en Lettonie. Donc le mail arrive. Et moi, je porte volontaire avec un ami, Christophe, qui est sport de combat, mais lui plutôt au sol, et moi plutôt pied-point. Et on discute avec Christophe, on dit que ce serait bien d'aller là-bas. Nous, on s'attendait en fait à arriver dans un séminaire où il y aurait différentes unités étrangères, qu'on allait peut-être monter un peu sur le ring, mais qu'on allait surtout échanger, voir des techniques d'interpellation, etc., etc. Et en fait, quand on arrive, on prend l'avion, et quand on arrive le soir, donc on est accueilli par un laiton, une armoire à glace, très impressionnant, le gars. Et on dit, nous, les Français, les petits Français, on est là. Et les autres, il y a qui alors? Ah, il dit, mais vous êtes les seuls. On dit, ah bon? Ok, et comment ça va se passer? Ah, demain, on met les gants, on a un champion du monde de MMA, alors c'était du free fight à l'époque, combat libre, qui est là, qui avait participé à l'UFC, enfin je sais plus trop, le mec était vraiment très, très coté. Hein. Et il dit, vous allez rencontrer pour se jauger un petit peu. Et nous, on se regarde avec Christophe, on dit, ok. Donc, on est les seuls. Et là, en fait, clairement, ils veulent tester le GIGN, quoi. Donc, nous, GIGN,
la force doit rester au GIGN. On doit montrer que voilà, on est donc, on s'arme de courage. On passe une nuit d'hôtel très, très bien reçue et le matin, en fait, on arrive et là, on voit ce grizzly, quoi. Le mec énorme, poilu de partout, avec beaucoup d'eczéma sur le corps. Ça, c'était pour le sol, c'était pas forcément agréable pour Christophe. Hein. On le dit dans le livre, on l'explique. On fait un petit trait d'humour là-dessus, quoi. Et là, il me monte sur le ring et je dis à Christophe, je dis bon, je commence. Hein. Il me dit vas-y. Il dit courage. Il dit essouffle-le au maximum, fatigue-le au maximum. Parce qu'il dit après, je crois que c'est à moi et ça va être dur. Et effectivement, moi, je mets tout ce que j'ai en boxe. Alors, j'avais un niveau en boxe, mais à 19 ans, j'étais vice-champion de France junior en full contact. Après, j'avais été aspiré par Dominique Valera. J'ai eu l'occasion de faire quelques entraînements à l'équipe de France. Donc, j'avais un niveau. Mais il le fallait pour combattre le Grizzly, là. Donc, j'ai réussi à tenir la face. J'en ai pris des bons, j'en ai donné des bons. Quand je suis allé voir Christophe après, il me dit, écoute, le GIGN est là. J'ai dit, t'as été bien sur le pied-point, il n'y a pas de souci. Je dis, maintenant à toi, je suis avec toi. Et il a combattu, il a été au sol, il a été vaillant. Il s'est pas fait soumettre. Mais il était temps que ça s'arrête, quoi. Parce que le gars avait un cardio de fou par rapport à nous. C'était un vrai combattant sportif. Nous, on est des combattants de terrain, donc pas les mêmes contraintes, pas la même endurance forcément et pas les mêmes objectifs. Mais les laitons sont venus nous voir, ils ont dit, bon, le GIGN, vous avez quand même notre respect, quoi. Et on a dit, ils ont envoyé les deux plus mauvais en sport de combat. Hein. Tous les autres, là-bas, ils sont à un niveau, il n'y avait plus que nous, en fait, en magasin. Donc c'était sympa, c'était une super expérience. Et donc vous êtes pratiquant d'arts martiaux, est-ce qu'il y a des personnalités dans ces disciplines qui vous ont inspiré ou qui vous ont marqué? Alors on a fait venir, oui, moi j'ai Tyson, Mike Tyson en boxe, Mohamed Ali, c'est des personnes moi, qui m'ont vraiment... Après il y a d'autres noms en boxe thaï, c'était la machine de l'enfer. Voilà. Ramon Dekers qui m'impressionnait beaucoup par sa détermination. Quand il montait sur le ring, on sentait déjà, avant même qu'il ait balancé le premier coup, que l'adversaire était mort. L'issue, elle était décidée d'avance, mais comme Tyson. En fait, moi, j'ai beaucoup puisé aussi ma motivation dans ces personnages-là. Parce que rentrer au GIGN, c'est aussi monter sur le ring, à un moment donné, sur les tests d'agressivité. Et puis sur les épreuves, on est face à soi-même et on doit tout donner, comme sur un ring, en fait. Et là, moi, c'est des gens qui m'ont vraiment, vraiment inspiré. Après, j'ai eu la chance, en étant responsable de la cellule sport de combat, de faire venir certaines personnes. On a Aurélien Duarte qui est venu chez nous. Il y a aussi en jiu-jitsu brésilien Patrick Bitan. Donc, puis on a vraiment essayé de tourner, de passer au MMA, au GIGN. C'était important parce que c'était très... Il y avait le pied-point et puis il y avait à côté le judo, jiu-jitsu. Donc moi, ma volonté, en fait, en intégrant la cellule sport de combat, était de rassembler un petit peu ces différentes disciplines pour mettre à profit pour les interventions, parce que les interventions peuvent commencer debout et une interpellation, c'est vrai que des techniques de jiu-jitsu brésilien peuvent être super intéressantes. Voilà. Et le pied-point, quand on est en défense, parce qu'on ne porte pas de coups, à moins qu'on en soit obligé. Voilà. Mais c'est vrai que c'était intéressant et on a réussi parce qu'effectivement maintenant, au GIGN, on pratique le MMA. Et alors, sans vouloir idolâtrer le GIGN, parce que vous n'aimez pas ce mot idolâtrer, de toute façon on ne l'utilisera pas, mais j'ai rematé Jason Bourne et les 3 Jason Bourne il n'y a pas si longtemps, et en fait, bon, forcément c'est du cinéma et on en rajoute, etc. Sauf qu'en réalité, après avoir lu votre bouquin, je me suis dit, vous savez manier les explosifs, vous avez des leçons pour savoir conduire, pour interpeller les go fast, vous savez entrer par effraction, en plus de tout ce que vous savez faire en tant qu'opérationnel. Mais en fait, en réalité, vous pourriez faire tout ce que fait Jason Bourne, et si Jason Bourne existait, il pourrait porter les cuissons du GIGN, quoi. Ah mais Jason Bourne, il faudrait qu'il passe les tests et puis on verrait. Puis peut-être qu'il mériterait de rentrer à l'unité. Bon, je pense pas que c'est son objectif, mais oui, c'est un petit peu ça. Un opérationnel, en plus au GIGN, c'est vrai que les opérationnels ont la polyvalence, ce qui ne se fait pas dans toutes les unités opérationnelles du monde. C'est-à-dire qu'ils sont aussi bien tireurs d'élite que sensibilisés aux explosifs, parachutistes. Alors parachutistes, après il y a les chuteurs opérationnels et il y a les plongeurs oxy qui sont en autonomie. Mais on touche
à tout. Donc ça c'est très rare, donc ça fait un petit peu des... Oui, des Jason Bourne, ouais, il y en a, c'est un peu le GIGN. Mais je l'avais vu un peu moi avant sur mon plan de bataille de ma vie. À 16 ans, quand où je voulais être acteur et que la tendance s'est inversée pour le GIGN, je me suis dit voilà, je vais faire le GIGN et puis je vais le faire pour de vrai. Et ensuite, ça me donnera du crédit pour le cinéma, pour le faire pour de faux. Et effectivement, je suis appelé de temps en temps pour faire du conseil technique, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rendre crédible un personnage par des gestes qui sont tellement drillés, tellement répétés, qui ont été faits en mission réelle, que ça coule, c'est évident. Moi, une arme dans les mains, c'est le prolongement de mon bras, quoi. Là, je l'ai plus, je me sens un peu nu, quoi. Justement, je voulais vous poser cette question par rapport à ça. Vous avez connu la réalité, là, vous devez le faire pour de faux. Est-ce que c'est pas plus compliqué, finalement, de le faire pour de faux et de rendre ça crédible? Alors, ce qui est compliqué, c'est que parfois, en fait, il faut revivre certaines choses. Alors, je ne vais pas parler du syndrome post-traumatique ou choses comme ça, mais il y a certaines missions qu'il ne faut pas se leurrer. Les hommes de l'unité sont forts, psychologiquement, physiquement, mais on vit quand même des traumatismes. Il y a quand même des choses qu'on vit qui ne sont pas forcément très naturelles. Donc, on a les capacités pour s'en remettre, certains parfois avec de l'aide, et puis même déjà en étant ensemble. Ça permet de discuter, de se remettre de certaines choses. Mais pour le cinéma, c'est très bien. C'est très bien parce que quand on me met en situation difficile, soit de prise d'otage, où je vais être un petit peu, alors pas forcément tourné vers les forces de l'ordre ou vers les unités d'intervention, mais je vais arriver à puiser un peu dans ce passé, dans certaines choses, des émotions qui sont encore très présentes. Donc pour moi, c'est un gros bagage émotionnel. Et puis en même temps, ça sort très naturellement, quoi. Parce que j'ai pas vraiment de pudeur, parce que je pense que le cinéma, j'ai voulu faire avant, c'est toujours été en moi, donc voilà. Mais ça facilite un peu les choses, moi je pense. Et comment vous expliquez cette fascination pour tout cet univers, d'où vous venez finalement aujourd'hui que vous jouez en faux? La fascination du public, du grand public. Ah, du public, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très accessible. Le GIGN et toutes les unités d'élite ne communiquent pas beaucoup. C'est pour ça qu'il y a un gros engouement quelque part sur ma personne, attention. Moi, je ne veux pas attirer la lumière que sur moi par rapport au GIGN. Moi, si je l'attire sur moi, c'est dire, vous voyez ce que je suis, ce que j'ai subi ou ce que j'ai vécu de difficile, de compliqué. Eux, ils sont encore dedans. Donc, toute l'admiration, la fascination que vous avez, donnez-leur à eux, parce que moi je suis retraité, c'est terminé. Moi je suis acteur, donc je veux des entrées moi maintenant. Je veux qu'on aille me voir au cinéma. Mais quelque part, la fascination, elle est parce que oui, très peu communiquent, très peu parlent. Moi je suis content de le faire en fait. Je suis content de susciter des vocations, parce que maintenant on peut le dire clairement, j'ai suscité beaucoup de vocations. C'est peut-être difficilement quantifiable, mais moi je le vois sur les réseaux. Ça leur donne... Il y a beaucoup de personnes du coup qui se présentent et ça permet de prendre les meilleurs et d'avoir du choix pour les unités. Après, la fascination, elle est parce que justement, il y a quand même un service, il y a une grosse utilité de ces unités. Et moi, je ne veux pas qu'on parle seulement que du GIGN. Moi, je suis issu GIGN, donc je parle de ce que je connais. Maintenant, il y a des unités que je ne connais pas parce que je les connais de réputation, mais je n'y ai pas servi. Mais il y en a dans la police. Je pense au RAID, je pense à la BRI, je pense à différentes unités qu'on connaît moins. En gendarmerie, il y a d'autres unités d'intervention d'un niveau moindre qui intervient sur un deuxième cycle. Et puis il y a les forces spéciales. Voilà. Alors, ces gens-là ne se retrouvent peut-être pas forcément en moi parce que je suis atypique. Et puis tout le monde, ils n'ont pas forcément tous la vocation de devenir acteur. Mais c'est vrai que moi, je comprends qu'ils fascinent parce que moi-même, ils m'ont fasciné. Quand on y est, on démystifie un petit peu parce que justement, on n'a pas une fascination pour soi. Enfin, je veux dire, à moins d'avoir un ego surdimensionné. Mais quand je me regarde dans le miroir, je ne suis pas forcément fasciné par ce que je vois. Mais par contre, quand on prend du recul et quand on quitte l'unité, moi, quand j'ai quitté, en faisant mon pot de départ, je les ai eus face à moi. Tous ces hommes en bleu, cagoulés, qu'on ne voit pas. La fascination est revenue. Et je me suis dit, maintenant, c'est à eux de combattre.
et je sais malheureusement ce qu'ils ont à combattre. Et j'ai quand même cette forme de fascination qui revient quelque part. Et je l'ai pour l'ensemble. Je ne suis pas faux cul, moi. Hein. Je ne suis pas en train de dire, voilà, il y a un niveau à tenir, et ils ont intérêt de le tenir, parce que moi, je regarde régulièrement les entraînements, je suis un petit peu ce qui se fait, je sais que la gendarmerie est dans l'excellence, ils ont vraiment, dans les forces spéciales, c'est pareil, de toute façon, ils ont du retour d'expérience qui est très dur, donc ils sont obligés de se tenir dans l'élite. Mais moi, j'ai de la fascination pour eux. Je ne suis pas convaincu qu'ils en aient tous pour moi parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Mais en tout cas, ouais, j'en ai pour eux, ouais, et j'ai pas honte de le dire. Vous disiez que vous allez puiser des émotions qui sont intenses parce que du coup, pour votre métier d'acteur, ce sera utile et que vous savez de quoi vous parlez. Au GIGN, c'était quoi les moments où psychologiquement c'était le plus dur ? Je pense que c'est la frustration. La frustration, on est humain. Quand on nous annonce un pédigré d'une personne qu'on doit interpeller, on a forcément... alors on n'est pas juge, ça c'est très clair, on est juste là pour interpeller. Mais à un moment donné, même sur une prise d'otage familiale, quand le père a tué les enfants, a tué la femme, qu'on doit l'interpeller, il y a beaucoup de ressentiment. Donc tout ça, on doit le garder intérieurement. Pareil, quand on intervient sur du terrorisme, il ne faut pas se laisser déborder par les émotions et puis aller faire le plus ou aller donner. On doit interpeller de la manière la plus professionnelle qui soit, sans jugement, sans donner son petit coup. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... Le GIGN, je parle de ce que je connais, de ce que j'ai pu voir, les interpellations sont propres. Et on se surveille les uns les autres. Parce qu'il peut arriver que parfois, il y en a un qui soit un peu, quand on a un collègue, je pense à Fred Mortier, à Jean Sac, quand on a un collègue qui se fait arracher le bras et un autre qui se fait tuer sur l'assaut, je peux vous assurer que le mec en face, on n'a qu'une envie, hein, c'est de le tuer. Faut être très clair là-dessus. Maintenant, est-ce que c'est ce qui s'est passé ? Non. Il y a une interpellation qui a été faite de manière professionnelle, mais maintenant, on garde ça en soi. Et derrière, on l'évacue comme on peut, et puis on cumule un petit peu ces ressentis quand on part. Moi, j'ai eu la chance de partir à l'étranger, de partir en Libye, de partir en Irak. On est témoin de certaines choses, et puis on est loin du pays. Alors, je ne veux pas dire loin des yeux, loin du cœur, mais un petit peu quand même. Sur certaines missions, pareil en Guinée, je le raconte dans le livre, c'est pas forcément évident. On sent qu'on est là-bas, il faut que ça se passe bien. Quels sont les appuis, sur qui on se repose, c'est pas évident. Et puis GIGN, vous êtes des demi-dieux, on compte sur vous. Ouais, sauf que la réalité, non, on est des hommes, on fait ce qu'on peut, on vit avec ça, on fait les choses du mieux qu'on peut, mais donc on le garde. Et puis après, ce qui est important, c'est d'avoir, moi j'ai la chance d'avoir une famille qui est assez solide, on fait en sorte de beaucoup communiquer, et puis j'ai pu me reposer sur une femme qui est très solide, qui est exceptionnelle, avec des enfants qui sont ouverts à la discussion, on partage, on échange, et puis voilà quoi. Mais c'est important ça d'avoir, parce que le bagage émotionnel, la frustration, la colère retenue, c'est quelque chose qui est très courant dans des unités d'élite. Donc voilà. Et bien justement, votre femme, vous en parlez dans votre bouquin, vous dites que c'est votre pilier et que le soutien a toujours été sans faille. À quoi est-ce qu'elle aurait ressemblé votre carrière d'opérationnel si elle n'avait pas été là, votre femme ? Alors je pense que je m'y serais un petit peu perdu. C'est-à-dire que quand moi je suis rentré au GIGN, et je pense d'une manière un peu générale, on va pas se mentir, quand on accède à son rêve, ça chamboule. Ça chamboule. On vous met, donc ça prend du temps, c'est un an et demi entre le moment où on passe les tests et le moment où on est breveté. Mais le jour où vous êtes breveté, on vous donne accès à du matériel, vous intégrez une section opérationnelle, des gens que vous voyez comme des demi-dieux, vous en faites partie. Après, il faut faire ses preuves. Mais on a tendance un petit peu à focaliser dessus. On se met déjà sur toutes les interventions. On est de renfort parce que on a 2 semaines, il y a de l'alerte 1, alerte 2, et après il y a des semaines plutôt disponibles, mais on a la possibilité de se greffer à toutes les missions. Donc quand on est jeune, opérationnel, on se greffe sur tout. Ce qui fait qu'on est moins chez soi. On est beaucoup à l'unité et beaucoup sur le terrain. Donc à un moment donné, on perd un petit peu ses repères. On vit, on mange, on dort, GIGN. Et à un moment donné, quand on parle avec des extérieurs,
on voit l'ampleur que ça a, la fascination du GIGN. Et ça peut troubler. Moi, j'ai pas peur de le dire, hein, je dis à un moment donné, ça m'a troublé. C'est-à-dire que je roulais aussi bien pour les interventions, je me rendais aux interventions avec les collègues, on roulait à 200. Et quand j'étais en famille, je roulais à 200 aussi, parce que pourquoi je roulerais moins vite? De toute façon, je suis GIGN, et puis voilà. Si je maîtrise en allant en intervention, je maîtrise autant avec perso. Mais c'est pas ça. Il faut savoir se repositionner. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, je l'explique dans le livre, il a fallu que je prenne beaucoup de recul là-dessus. Parce qu'à un moment donné, le citron, il peut... Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein, mais moi je suis rentré jeune, et ça a été le cas pour moi. J'ai eu à un moment donné, et puis j'ai eu pas mal d'interventions qui se sont très bien passées, où j'étais porté un petit peu en triomphe, et ça c'est dangereux. Parce que quand on monte, on peut que se casser la gueule. Donc je suis monté, et là je fais, oula, redescends, reviens les pieds sur terre. Et c'est là où je suis parti en Afrique, et j'explique où ça a été assez compliqué. Mais en tout cas, ça m'a remis les pieds sur terre. Et comme je parlais tout à l'heure de remise en question, ça, pour bien s'en sortir dans une carrière au GIGN, il ne faut pas perdre de vue qu'on était un homme avant d'y rentrer, on est formé, on est dans un groupe où on est aidé, on est soutenu, on est fort parce qu'on est aussi à plusieurs, mais que derrière, c'est pas éternel. Et qu'après, il y a une vie après, et puis le GIGN continue sa route. Le commandant du GIGN disait, hein, le GIGN demeure et les hommes passent, et le GIGN demeure. Donc on fait qu'un passage. Et ça, faut pas l'oublier. Donc faut rester vraiment les pieds sur terre, parce que ça a tendance à un peu vite partir. Et donc vous avez vu votre carrière au GIGN, là aujourd'hui c'est terminé. Nourdine Obaly, qui est champion du monde de boxe, a lui une fille, et il dit pour moi c'est le job le plus compliqué au monde. Est-ce que vous pouvez confirmer ça finalement, qu'aujourd'hui il y a énormément de challenges aussi dans la vie finalement hors, on va dire, hors GIGN, et que la vie de tous les jours peut aussi son lot de challenges finalement et de difficultés? Ah mais moi je peux sortir les mouchoirs, hein, je vais pas vous faire pleurer, hein, mais j'ai été opéré 2 fois des cervicales. En 2017 on m'annonce, déjà en 2010 on m'annonce que c'est terminé, j'arrive à reprendre. En 2017 on me dit cette fois c'est terminé, j'arrête le GIGN, donc réformé, avec une petite retraite, j'ai la chance de toucher quelque chose, voilà, c'est très bien, je m'en plains pas. Maintenant, c'est pas du tout ce que j'avais quand j'étais au GIGN. L'aide, je vais pas mentir, hein, l'aide, quand j'ai annoncé que je voulais faire du cinéma, on m'a dit, mais attends, ton projet n'est pas viable. Et ce que je peux comprendre, le projet est très ambitieux, donc la gendarmerie peut avoir la voix de la raison et dire non, on ne finance pas quelque chose qu'on n'estime pas viable. Donc ça, c'est un challenge. Moi, quand on me dit que c'est impossible, on m'a dit que le GIGN c'était impossible, j'ai réussi. Maintenant, la gendarmerie me dit quelque part que acteur, on n'a pas misé dessus, hein, trouve une autre formation. Et puis moi, non, il n'est pas question de prendre une autre formation. Donc non. Donc je me suis débrouillé seul. Voilà, avec un entourage qui ne misait pas forcément un copec sur moi. Je ne vais pas dire que j'étais ce matin au GIGN, je ne vais pas dire qu'il mise maintenant, mais bon, j'ai tourné dans une belle série, j'ai de très beaux projets cinéma, mais c'est extrêmement dur. Je ne fais pas du cinéma parce que j'ai été au GIGN. Si je fais du cinéma, c'est parce que quelque part, je suis fait peut-être pour ça, jusqu'à présent, et puis il y a du travail. Quand on sort du GIGN, attention, il ne faut pas croire qu'on nous attend. Hein. Quand on est bon au GIGN, on est bon au GIGN. Ça ne veut pas dire qu'on est bon ailleurs. Et il y a quelque chose qui est extrêmement dur, c'est cette faculté de s'adapter et de se remettre en question. Vous voyez que la remise en question, elle est perpétuelle. Quand on quitte le GIGN, on est quoi dans le civil? Je veux dire, moi, les qualités que j'avais au GIGN, le savoir-faire que j'avais au GIGN, comment on l'applique dans une entreprise? C'est compliqué. Alors c'est quoi? C'est sur la capacité de management. Manager en étant militaire, je ne vous cache pas, c'est presque ce qu'il y a de plus simple. Garde à vous, repos, mais c'est pas ça, hein, le commandement. Au GIGN, c'est pas tout à fait ça. Donc, c'est pour ça que certains GIGN qui ont des officiers, je vais parler par exemple, qui ont managé un peu, qui ont réussi à tenir des tempéraments forts,
Derrière, ils peuvent s'en sortir. Mais quand on est opérationnel, qu'on n'a pas forcément commandé, qu'on a fait ce qu'on nous a demandé, derrière, qu'on a existé dans une unité, derrière, vous êtes un peu seul. Hein. Et pour vous, s'il n'y avait pas eu cette passion pour finalement être acteur depuis le début, ça aurait été beaucoup plus compliqué, l'après-GIGN? Je serais resté dans la sécurité. J'ai beaucoup de camarades qui s'en sortent très bien dans la sécurité. Mais c'est vrai, quand on a connu l'élite, derrière, quand on reprend une police municipale, j'ai rien contre la police municipale, ça peut être des primo-intervenants et j'ai beaucoup de respect pour eux. Moi, j'ai du respect pour toutes les forces de l'ordre, quelles qu'elles soient. Maintenant, GIGN, c'est pas, voilà, quand on redescend de niveau, c'est pas évident. Alors, il y a une gymnastique, mais c'est une gymnastique qui est très compliquée. Puis il faut rester humble. Parce qu'on a existé au GIGN, puis à un moment donné, il y a une date de péremption. Hein. Moi, ça y est, hein, on est en 2019, j'ai une prothèse, j'ai été opéré les genoux, je suis périmé. Hein. Il faut l'accepter. Je l'accepte complètement et je me dirais même que j'en tire une fierté. Alors ça, après, c'est peut-être moi, hein, pour essayer de garder la face. Mais je tire une fierté de mes blessures parce qu'en fait, j'ai été jusqu'au bout de mon engagement. C'était utile. Voilà. Et ensuite, ça va être Arros, mais là, c'est sur justement cette date de péremption. Est-ce que vous en avez eu conscience et vous êtes dit, ça y est, maintenant, il faut arrêter les frais? Ou au contraire, il y a eu des signaux qui vous ont quelque part un peu poussé vers la sortie? Parce qu'on sait très bien que dans les sports de combat, c'est très rare quand quelqu'un connaît sa date de péremption et dit, je vais partir maintenant. Alors moi, la date de péremption, elle avait été décidée quand j'avais 16 ans. C'est-à-dire que je voulais rentrer à 25 ans au GIGN et je voulais le quitter à 40 ans pour commencer une carrière d'acteur. La carrière d'acteur, je l'ai commencé 5 ans avant. Ça fait 6 ans que j'ai commencé. Parce qu'on ne monte pas... Paris ne va pas se conquérir en 2 jours. Quoi. Il faut vraiment travailler en amont. Maintenant, en 2007, j'ai eu un accident que je raconte dans le livre où je sens qu'il s'est passé quelque chose dans mon corps. Je sais que là, c'est très dur ce qui s'est passé, mais on met 3 ans avant de poser un vrai diagnostic dessus. En fait, j'ai une hernie discale et je suis opéré en 2010. Où là, on m'annonce que le GIGN, c'est terminé. Mais pour moi, il n'était pas l'heure. C'était pas l'heure de la date de péremption. Je l'ai décidé. J'ai réussi à passer outre. Alors, comment? On l'explique un peu dans le livre. Beaucoup la force du mental, beaucoup l'entourage. Et puis en 2016, je vois que ça commence à grincer un peu encore. Je fais un IRM et là, 2017, l'opération, et là, je sais que c'est terminé. Et là, en fait, 40 ans, 2018 arrive, 2018, j'aurai 40 ans, acceptons les choses et voyons ce qui est possible. L'objectif, c'est le cinéma. Est-ce que le cinéma est possible? Et la question est, qu'est-ce qui m'en empêche? Et la réponse est rien. S'il y a, à moi de braver les obstacles. Et dernière question plus sérieuse, et après on va passer du coup sur la carrière au cinéma. Mais... Ah mais j'étais sérieux là. Hein. Oui, non, pardon, excusez-moi. Oui, non, c'est pour nous. Autant pour moi. Plaisante. Et vous en parlez beaucoup, que ce soit dans votre livre ou dans les interviews, parce que ça pour vous c'est vraiment le plus important. On emploie le mot tuer à tort et à travers, parce que vous en connaissez la vraie signification. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et nous dire pourquoi est-ce que vous voyez pas la mort pareil et c'est pas quelque chose qu'on peut employer, un terme qu'on peut comme ça employer n'importe comment? Pour moi, tuer, c'est exécuter, c'est tuer, j'aime pas vraiment ce terme. Maintenant, soyons clairs, oui, le résultat il est le même. Tuer, ôter la vie, voilà, c'est la même chose. Maintenant, en étant au GIGN, on s'engage pour la vie. Si il arrive qu'on doit donner la mort, tuer, ôter la vie, c'est parce qu'on a épuisé toutes les possibilités de négociation, de diversion, de ci, de ça, de techniques d'interpellation, et qu'il n'y a plus aucune possibilité. J'ai eu à le faire, je l'assume, parce qu'il n'est pas question de se débiner non plus, voilà, je l'ai fait, les ordres tombent, on évalue la situation, et puis ce qu'il y a, c'est qu'en face, il faut qu'ils assument aussi. Quelqu'un qui s'élève contre la France, contre la population, contre la gendarmerie ou contre le GIGN, il va falloir savoir que ça va aller jusqu'au bout. Que nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. Moi, j'étais prêt à aller jusqu'au bout. Maintenant,
c'est terminé, je suis dans autre chose. On le fait parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on a justement ce profond respect de la vie et cette connaissance. Quand on risque sa vie et que parfois ça passe à ça, et qu'on rentre chez soi le soir et qu'on se dit « waouh », on ne le dit pas forcément à sa famille, mais qu'on voit sa femme évoluer, ses enfants jouer, tout ça, on se dit la vie, ça n'a pas de prix, quoi. Donc on connaît la valeur, parce que ça passe à côté souvent. Donc quand on va pour faire l'acte, on a beaucoup de respect et en même temps on a beaucoup de détermination. Parce qu'on se dit, bah voilà, de toute façon, si on enlève cette vie, c'est pour en sauver d'autres. Donc on met dans la balance en fait. Mais c'est extrêmement dur. Hein. Donc vous êtes maintenant acteur. Aton, c'est votre nom d'acteur. Passer du coup du milieu des forces spéciales au milieu du cinéma, ça a pas été compliqué déjà au niveau des mentalités, parce que c'est quand même, ça doit être le jour et la nuit au niveau des mentalités des gens que vous rencontrez. Ça a pas été trop dur au niveau des valeurs, tout ça? Si, parce que en fait, je vais un petit peu à l'encontre des valeurs de ce qu'on qualifie, mais très mal, d'humilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort des forces spéciales, qui sort d'une unité d'intervention et qui rentre dans la lumière, ça peut être pris pour un manque d'humilité, parce qu'il cherche la gloire. C'est pas du tout ça. Moi, la reconnaissance, je l'ai cherchée, parce qu'on en a tous besoin, quand j'étais en unité. Je l'ai trouvée parfois je ne l'ai pas trouvée. Je la cherchais et je la cherche encore, à certains moments, pour certaines missions. C'est comme ça. Maintenant, il ne faut pas se tromper de ces deux carrières complètement différentes. Moi, forcément, oui, je rentre dans la lumière, donc ça choque beaucoup les forces spéciales, les gens d'unité spéciale, parce qu'ils ne se reconnaissent pas sur quelqu'un qui se met en lumière, voilà, parce que c'est des gens en général qui sont humbles, mais ça ne veut pas dire que moi je ne le suis pas, hein, que je ne fais pas preuve d'humilité, parce que j'ai pleinement conscience de ce que je suis physiquement, mentalement et tout ça, et il n'y a pas de gloire ou de machin à aller chercher, non, pas du tout, mais je comprends qu'ils aient du mal à se retrouver en moi, donc du coup ça les perturbe. Alors ils me soutiennent, certains me soutiennent, ils disent ouais, on est derrière toi, mais en même temps, ouais, t'es pas vraiment, mais j'étais atypique déjà à l'unité. Avant même, à l'école, j'étais atypique. Donc j'ai toujours été un peu en marge. Et puis dans le milieu du cinéma, ils sont dans le cliché. Force spéciale, quand j'arrive sur un plateau, ok, Aton, ouais, toi t'es ancien militaire, hein, ouais. Donc tu vois les choses comme ça, tu vas nous la jouer, gros bourrin. Non, je suis capable de subtilité, j'espère. Et puis de finesse, et puis de faire carrément autre chose. Donc pour moi c'est très très compliqué parce que je suis un peu métissé quoi, dans l'histoire, hein, entre les forces spéciales qui me reconnaissent plus vraiment et qui me soutiennent, mais en même temps très sur la retenue, est-ce que je comprends? Et en même temps le cinéma qui... est-ce qu'on a besoin vraiment d'un acteur force spéciale, le mec il a 40 balais, ce qu'il a fait avant, est-ce que vraiment ça va nous servir? Conseiller technique, oui, ah bah oui, bien sûr. J'ai un passé avec... Non, moi je suis acteur, mon premier rêve c'était acteur. Hein. En fait j'ai toujours été acteur. Au GIGN j'ai joué un rôle. Hein. Non, j'y ai travaillé et je sors la tête haute. Donc vous avez connu des situations à l'intensité extrême. Est-ce qu'au cinéma aujourd'hui vous retrouvez ça aussi? Est-ce qu'il y a des performances qui vous impressionnent ou au contraire vous, des moments où vous êtes au cours de votre carrière d'acteur où là vous avez retrouvé ça? Complètement, et c'est pour ça que je m'y sens bien. Moi je me sens bien sur un plateau. Quand je suis sur un plateau de tournage, en ayant bien travaillé mon texte avant, en maîtrisant bien les mots, en ayant parlé avec le réalisateur avant, savoir bien où il veut, quel est son message, si c'est en adéquation aussi avec le mien, parce qu'on fait parler le corps. Il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, que le diapason soit bien accordé, on accorde les violons. Et puis là, en fait, je lâche les watts. Et qu'est-ce que je vais lâcher? C'est mes émotions que j'ai pu avoir, pas seulement au GIGN, hein, parce que des émotions, moi, j'ai pas vécu qu'à travers le GIGN, mais c'est bien avant, et puis en parallèle du GIGN. Donc toutes ces émotions un petit peu enfouies, et je pense être un homme d'engagement. Donc quand je m'engage dans un film, dans un projet, c'est que quelque part le message, il est là.
Donc quand je suis sur le plateau, je prends énormément de plaisir à faire vivre mon personnage, et pas à 100%, mais à 300%. Et s'il faut être en colère, je vais être réellement en colère. Attention, je me maîtrise, hein. Mais c'est vrai que parfois, pour l'avoir joué, je pars très très loin. Et surtout si le réalisateur me laisse une marge de manœuvre, qui me dit, bah voilà la limite gauche, voilà la limite droite, et dedans, là je lance. Pareil sur les scènes de profonde tristesse. J'ai aucun mal, en fait, à aller chercher mes émotions. Elles viennent très rapidement. Pour le peu que j'ai joué jusqu'à présent, ça s'est toujours super bien passé, quoi. Et j'adore ça. Me voir, après, peut-être le fait d'avoir été dans l'ombre pendant tant d'années, le fait de me voir à l'écran, je me préférais peut-être flouter, je sais pas, ou avec une cagoule. J'ai du mal à... Mais c'est tout ce que vous espériez pour l'instant? Là, pour l'instant, des expériences que vous avez eues d'acteur, c'est le pied, c'est tout ce que vous cherchiez? J'ai pas encore... j'ai eu de très beaux rôles qu'on découvrira dans les mois, semaines à venir. J'ai des choses à tourner prochainement. J'attends un film, 2 films là prochainement qui devraient se tourner, qui me plaisent beaucoup. Maintenant, il y a quelque chose qui me plairait beaucoup. Alors, j'ai pas vu le Joker. Mais avec le panel, je parle pas de bagage émotionnel que j'ai, le vécu, parce que je suis allé beaucoup au-devant. C'est pour ça qu'en fait, il y a un intérêt aussi sur ma personne. C'est pas que mon vécu GIGN, c'est que j'ai été voir, dans le livre, je le raconte un petit peu, hein, on voit que je suis quelqu'un de très curieux, qui s'est mis beaucoup en danger. J'ai été expulsé d'un pays en Afrique, tout seul. Je me suis mis dans des situations vraiment très particulières. Et en fait, j'ai besoin d'extérioriser. J'ai beaucoup de choses à dire. Et pour moi, le cinéma et un rôle comme ça, mais qu'est-ce que j'aurais aimé? Qu'est-ce que j'aurais aimé? Mais là, ça pourrait être possible pour la suite, ou au contraire, est-ce que vous êtes pour l'instant cantonné au rôle un petit peu de brut? Non, j'ai la chance de croiser des personnes qui me laissent justement jouer père de famille, qui me voient mon père de famille, qui me voient sur des rôles de boxeur. Alors oui, on peut vraiment m'y retrouver. Ou non, il y a un petit peu de tout quand même. Je peux pas. J'ai pris 15 kilos pour un teaser, hein, pour un film, 15 kilos de gras. Je ressemblais pas du tout à un opérationnel du GIGN. Hein. Il y a une photo même dans le livre. J'ai un gros bide, j'ai une calvitie. Et à l'époque, j'étais sur la fin GIGN. J'étais en reconversion. On avait tourné ça. J'y étais encore. Les collègues, quand ils m'ont vu, ils me disent, mais ça va? Je dis oui, pas très bien psychologiquement en ce moment, mais ça va. On tient le coup. Donc je vois que les propositions commencent à être un petit peu dans des rôles, même parfois un peu barrés, quoi. Et plus c'est barré, plus j'aime. Je pense que vous l'avez compris. Et alors là, petite question un petit peu originale, mais vous avez ces gars que vous avez un petit peu regardés dans les films, les Stallone, les Schwarzenegger et tout ça. Vous devez partir en mission, mais c'est une mission en binôme. Vous avez le choix de prendre l'un des gars, soit Schwarzenegger dans Predator, Stallone dans Rocky ou Rambo. Vous prenez qui? Van Damme, Bruce Lee? Clint Eastwood aussi. Clint Eastwood, ah oui, important. Mais c'est horrible comme choix, mais parce que je les adore tous. Je prends les Expendables. Non. Si j'ai dans la durée, quelqu'un qui me fascine au plus haut point, j'ai vu un de ses films dernièrement, c'est Sylvester Stallone. Parce qu'il a été... c'est quelqu'un qu'en fait, il respire la joie de vivre. Le mec, il s'assume complètement. Il est resté humble. Des échos que j'ai, parce que maintenant, à côtoyer un peu le milieu du cinéma, j'ai quelques échos, certains acteurs, tous, c'est des gens qui sont brillants. J'ai rencontré Van Damme. Quel kiff. Moi, et je reste fasciné par quelqu'un comme ça. Il m'impressionnera, mais quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, et je le comprends, sur tout ce qu'il dit. Non, mais il y a des gens qui ne le comprennent pas, mais moi je le comprends. Alors oui, il y a des excès, il les reconnaît, ces excès. Il a eu des excès. Stallone a été beaucoup plus, il est resté sur sa ligne de conduite. Alors c'est peut-être pas forcément l'acteur au niveau des émotions qui va plus me toucher, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'a vraiment servi de modèle. Si j'ai le physique que j'ai eu très tôt, c'est grâce à des gens comme ça.
D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Jean-Claude Van Damme. Je lui dis, tu sais, Jean-Claude, t'es comme ça, c'est très compliqué. Je dis, vous savez pas à quel point tout ce que j'ai pu faire grâce à vous, donc le côté physique, mon intégration en gendarmerie, c'est grâce à des gens comme ça. Et puis en même temps, parce que pour trouver la motivation pour s'entraîner à la salle, on la cherche pas, il n'y avait pas de modèle vraiment, il y avait Marignane, mais les mecs sous la cagoule et tout ça. Donc il fallait aller puiser la force dans ce qu'on disait dans des Tyson, dans des super-héros qu'on voyait à la télé. Et c'est cette image, moi, ces références-là qui m'aidaient pour mon objectif. Et Stallone, et aujourd'hui, si j'ai encore ce physique-là, c'est parce qu'en fait, je reste un grand gamin qui rêve encore devant. J'ai regardé le dernier Rambo, j'étais putain, mec, le message est clair. Faites pas chier, quoi. Putain. Et en fait, je pense qu'il y a un gros besoin parce que ces acteurs-là commencent un peu à vieillir. Et actuellement, putain, j'ai du mal à trouver. J'en cherche, hein. Je me compare pas. Il n'y a pas de comparaison à avoir. Moi, chacun fait son chemin. Je ne compare pas Schwarzenegger à Stallone. Pour moi, tous, ils sont. Je les mets sur le podium, quoi. J'ai pas envie d'être eux. J'ai envie d'être moi, à tonnes. Mais actuellement, dans le paysage, j'aimerais tourner un film avec. Faire un Expendable en français, peut-être, je sais pas, avec des acteurs qu'on veut, quoi. Alors, il y en a, mais on est un peu dans le registre comédie en ce moment et j'aimerais bien un peu d'action, quoi. Et comment vous expliquez ça que finalement on a l'impression qu'aujourd'hui le type d'acteur purement action old school, faites pas chier, c'est My Way or the Highway, ça disparaisse alors que les films marchent toujours autant? Mais parce qu'il y a un besoin. Mais il n'y a pas de next-gen, c'est ça qui est un peu bizarre. Mais non, mais parce que je sais pas. En ce moment, on est quand même entre le politiquement correct. On a du mal à se positionner. Il faut que ce soit. On prend pas position. Et moi, ça a toujours été un peu mon côté atypique. Hein. Je me suis souvent pris la tête avec mes chefs. J'ai eu beaucoup de respect pour tous mes chefs. Mais à un moment donné, je me suis toujours pris la tête avec eux parce que justement, je prenais position et j'avais besoin de chercher à comprendre. Je suis un passionné. Je m'engage. Je m'engage si le message il est clair, si le combat il est noble. Dans le cinéma, je vois pas vraiment de message clair qui sort un petit peu du lot. Le message de Rambo, il est très clair. Hein. Je veux dire, il a voulu mettre un peu en avant, en valeur, des vétérans du Vietnam qui rentraient et qui étaient pris pour des mecs qui valaient rien. Ils valaient rien. Le syndrome post-traumatique, on n'en parlait pas forcément à l'époque, mais c'est Rambo. Le mec, il vit la guerre et là, il a donné une place. Il a donné de l'importance à ces gens-là. À l'heure actuelle, il y en a beaucoup d'anciens militaires. Alors, il y aurait des films. Les Américains, eux, rendent hommage à leurs vétérans. En France, on en a beaucoup. Il y a eu beaucoup de blessés. Énormément de gens qui sont réformés, mis sur la touche. Il y a des associations. Moi, je suis le parrain d'une association, hein, la Team SEAL, c'est les Bleuets de France, où on travaille pour ces gens-là. C'est-à-dire que c'est des associations qui vont récolter des fonds et qui vont faire en sorte qu'ils aient un peu plus que ce que l'armée, ce que l'État français propose. Et dans le cinéma, je sais pas, les réalisateurs, alors qu'il y a tout. T'es conscient de ce que ça apporte, d'avoir un gros mental, parce que ça t'a aidé toute ta vie. C'est comme ça que t'as été élevé au début aussi. Maintenant, t'as des enfants. Comment est-ce qu'on fait pour inculquer un gros mental à un enfant sans le traumatiser? Eh bien, ça se fait au quotidien. Ça se fait au quotidien, c'est-à-dire que moi, mes enfants, on est une famille, ils doivent participer à tout. C'est-à-dire que c'est mettre la table, c'est faire le ménage, c'est faire le lit le matin, c'est aider maman quand papa n'est pas là. Par exemple, pour donner un exemple, hein, je leur ai acheté des vélos, ils ont tout l'équipement de pluie, ils ont la lampe devant, la lampe derrière, ils ont des garde-boue et ils font 30 minutes de vélo tous les matins pour aller à l'école. 30 minutes pour rentrer le soir. Quand vraiment c'est intempérie, c'est le bus, mais c'est rare.
Et pour moi, en fait, j'ai envie que sur le trajet de l'école, ils ont une demi-heure pour se retrouver avec eux-mêmes. Alors quand il fait beau, eh ben, ils rêvent, ils pensent à plein de choses. Et quand il fait pas beau, ils subissent. Et ils subissent pendant une demi-heure avant d'aller à l'école. Alors subir, c'est pas forcément négatif, mais c'est de se retrouver avec soi-même et dire j'ai froid, je lutte contre le froid, je suis mouillé, je lutte contre ça. Et j'arrive à l'école, mais je suis fier du parcours que j'ai fait parce que les autres, alors ça les met peut-être un petit peu en marge, mais quand ils rentrent, je leur explique pourquoi. Pourquoi je fais ça? Parce que moi, je ne suis pas à l'abri d'une réussite. Hein. S'il faut demain, je vais peut-être réussir et il y aura beaucoup d'argent et le quotidien sera... Mais il est hors de question que mes enfants n'aient pas goûté à la rusticité. Et puis même si un jour j'ai de l'argent et que je vis très bien en tant qu'acteur, je pense que de temps en temps, il faudra que je me remette un petit peu, comme j'ai toujours fait. Quand je suis parti en Afrique, je vivais très bien. J'avais un bon salaire, j'étais dans le confort. Et pour les enfants, c'est pareil. Et je leur dis, c'est là, quand vous êtes seul avec vous-même, que c'est dur. C'est là où vous apprenez énormément. Et je suis en train de vous armer pour le reste. Après, quand ils arrivent, je vais les sécher, je vais m'occuper d'eux, voilà. Je vais les plaindre parfois un petit peu, pas trop. Et puis on se projette. Pour l'instant, ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Moi, je ne les force pas. Moi, ce que je leur demande, c'est d'être en paix avec eux-mêmes, d'être bien, de s'assumer, qu'ils aient un look. Alors parfois, mes gamins, ils ont tout. C'est un peu des artistes. Je pense que voilà, les chiens font pas des chats. Moi, ayez le look que vous voulez. Vous avez de la chance, vous êtes ado, vous pouvez avoir tous les looks que vous voulez. C'est l'école qui va nous dire si oui, c'est conforme ou pas. Mais en tout cas, moi, ils ont carte blanche. Par contre, ils doivent assumer ce look. Si ça les met en marge, soit. Moi, ça m'a mis en marge, mais je l'ai assumé. Donc, à eux d'assumer leur propre choix. Voilà. Et c'est comme ça qu'on commence à se faire son mental. C'est même si on voit qu'on commence à être un petit peu en marge des autres, qu'on n'est pas dans le politiquement correct, qu'on a des opinions, et bien on les assume. Qu'on n'a pas habillé comme les autres parce que notre goût, c'est ça. Et bien t'assumes. T'assumes et tu es fier de ce que tu es, tu es fier de ce que tu as, et tu as tes objectifs et tu avances. Mais si on aura beau te jeter des... Moi, c'est des fléchettes, hein. Tous les détracteurs que je puisse avoir, mes enfants le voient parfois sur internet. Ils disent, ah papa, il a... Je suis toujours là, hein, c'est des fléchettes. Avec le dos que j'ai, on peut en balancer des fléchettes, hein, ça ne me pose aucun problème. Hein. Puis j'ai un Spartiate dans le dos qui a les yeux pour moi, donc il n'y a aucun problème. Pour mes enfants, c'est ça. C'est en fait, la vie a été dure pour moi. Elle est dure encore actuellement, parce que je ne suis pas forcément, comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas forcément reconnu par mes pairs de mon métier d'avant. Je ne suis pas forcément reconnu par mes pairs de métier actuel. C'est à moi de faire mes preuves, mais je suis dans mes pompes, hein, et je suis bien dans mes pompes. Et il est hors de question que de me corrompre dans des choses qui sont pas les miennes. Donc je demande à mes enfants de s'assumer pleinement, et c'est ce que je dis un peu à ma communauté, un peu sur internet. Moi, je suis pas un gourou, je suis pas un exemple. Je fais un partage d'expérience. Mais en tout cas, moi, si je suis bien actuellement, si j'ai réussi là où je veux réussir, c'est parce que je suis clair avec moi-même. Et quand on vient face à moi, je suis clair avec les gens qui sont en face. Que ça plaise ou non. Après, j'assume. Alors parfois c'est dur d'assumer. Mais c'est comme ça. Et vous direz qu'aujourd'hui, votre plus grand défi, ce serait justement de réussir à être accepté des deux côtés? Oh, ça, c'est une utopie. Je ne serai jamais accepté des deux côtés. Non, faut pas être plus royaliste que le roi. Moi, à partir du moment où je suis accepté par le réalisateur qui m'emploie et les producteurs et qui me disent, bah voilà, nous on a ce message-là, on t'accepte tel que tu es, tel que le personnage que tu nous proposes nous convient, et que je suis accepté comme ça avec le film, après il marche ou il marche pas. En tout cas, moi, je vais m'éclater à le faire. Je vais tout donner, je vais donner 300% dans le film. Après, derrière, d'être accepté ou non, je vais dire, moi je m'accepte tel que je suis, ma femme m'accepte tel que je suis, mes enfants m'acceptent tel que je suis. Si le public aime, eh ben, j'ai envie de dire, tant mieux. Si le public n'aime pas, ben, c'est simple, hein. Tu changes de chaîne. Enfin, je veux dire, je vais pas me dénaturer, quoi. Ça, c'est un truc qui est très clair. Je vais pas me dénaturer. Une dernière question, mon cher Rust.
Ou c'est terminé. Eh bien, c'est terminé. Merci beaucoup à toi Ah, mais pour je suis cette ouvert encore, entrevue. dites-moi. On pourrait passer la journée. Mais oui, mais bon. En tout cas, merci pour tout infiniment. Ben, merci à vous, merci de m'avoir accueilli dans un bel endroit, merci pour m'avoir fait confiance, pareil, pour cette interview sur votre chaîne, et puis finance avec grand plaisir. Soit.